ランブル。ごめん、ドクトリーヌ。どうせ死ぬならやってやる。せめてこの部屋に誰も入ってこないで。あれじゃまるで本物に。モンスターだよ。Dans le Nord, certaines histoires ne sont pas racontées pour divertir. Elles sont racontées pour prévenir. Elles parlent d'hivers trop longs, de forêts qui ne pardonnent pas, et de ce moment précis où la survie commence à rentrer en conflit avec ce qui fait de nous des êtres humains. Chez certains peuples autochtones algonquiens, on dit qu'il existe une frontière invisible, une limite que l'on ne doit jamais franchir, même affamé, même seul, même au bord de la mort. Car une fois cette ligne franchie, le danger ne vient plus de la forêt, il s'installe en vous. Ce que vous allez entendre commence comme un conte, une tradition orale que se transmettent les peuples algonquiens. Mais la dernière partie de cette vidéo ne relève plus du folklore, elle relève des archives judiciaires. Et c'est là que notre histoire cesse d'être une légende pour devenir un très mauvais souvenir. Aujourd'hui, on découvre cet être surnaturel issu des forêts boréales, le Wendigo. Bienvenue dans RTVA. Mais t'as pas dit pourquoi Chopper au début? Ah, ça, on le garde pour la fin. Les fans de One Piece, vous n'allez pas être déçus. Il y a bien longtemps, dans une forêt profonde et gelée du nord du Québec, vivait un jeune chasseur algonquin nommé Attic. Cet hiver-là, le froid semblait sans fin. La neige recouvrait tout, le vent mordait la peau et le gibier avait disparu depuis des semaines. Lui et sa famille souffraient de faim. Pourtant, les anciens répétaient « Bientôt vous trouverez de quoi chasser. Il faut garder courage et continuer à bien se comporter. » Les jours passaient et la faim rongeait Attic de plus en plus profondément. Son esprit vacillait, tiraillé entre l'espoir et le désespoir. Un matin, poussé par la nécessité, il s'aventura plus loin que jamais dans la forêt. Son traîneau était vide, son feu presque éteint. Il errait parmi les pins enneigés, avançant recroquevillé sur lui-même à cause du froid. Chaque craquement derrière lui le faisait sursauter. Il avait l'impression d'entendre des pas le suivre. Parfois, un souffle glacé s'insinuait entre les arbres et, dans le vent, il semblait entendre son nom murmurer. Parfois même, il croyait voir une ombre gigantesque derrière lui dans la nuit. Les rares fois où il arrivait à dormir, ses rêves étaient hantés de cauchemars horribles où il se voyait commettre des actes immondes. Une nuit, il tomba sur le corps gelé d'un autre chasseur perdu dans l'hiver. Les leçons des anciens et les sages paroles du village qu'on lui répétait alors semblaient soudain s'évanouir devant ce corps. Le désespoir le submergea. Dans un geste de survie, il commit l'irréparable. Il goûta la chair interdite. Selon les anciens, cet acte venait de rompre les lois sacrées de son peuple et de lui faire perdre la base même de son humanité. Alors, Attic se mit à changer. Sa peau devint pâle et tendue. Ses yeux brillèrent comme deux braises dans la nuit. Ses mains se recourbèrent en griffes. Et des bois tordus et menaçants poussèrent sur sa tête. Il était devenu un monstre. Et au-delà de cette apparence terrifiante, sa faim ne s'apaisa pas. Bien au contraire, elle devint insatiable et ne le quitta plus jamais. Elle n'était plus seulement dans son corps. Elle consumait tout son esprit. Chaque pensée, chaque souffle, chaque battement de cœur était dominé par ce besoin qui ne pouvait être apaisé. Attic n'était plus un homme. Il était devenu le Wendigo. Cette créature née de la faim et de la transgression, condamnée à errer dans les forêts d'hiver, cherchant d'autres âmes perdues pour apaiser une faim éternelle. On raconte que, les nuits de grand froid, si le vent semble gémir dans les pins et les branches craquer, ce n'est peut-être pas le vent, mais le cri d'Attic qui partage sa souffrance, sa rage et sa faim depuis des tréfonds de la forêt. Et qui peut-être
commence à hanter votre propre esprit. On dit qu'Attic a été possédé, mais la vérité est plus sombre encore. La faim et la solitude ont simplement ouvert la cage. Elles ont consumé l'homme pour laisser place à la bête, prouvant que le Wendigo n'est pas une créature de légende qui nous traque dans le froid. C'est le monstre intérieur, tapi en nous, qui ne demande qu'un hiver trop long pour s'éveiller. Les gardiens du savoir disent que la forêt n'oublie rien. Chaque pas dans la neige, chaque souffle sous le vent laisse une trace. Pas seulement sur la terre, mais dans l'esprit. Dans les terres glacées du Nord, certaines règles sont plus anciennes que la mémoire des hommes. Les peuples algonquiens, les Cris, les Ojibwés, les Innus ou les Saulteaux vivent depuis des millénaires selon ces principes. Pour ces communautés, le partage et la solidarité ne sont pas des options. Ce sont des conditions de survie. Chaque décision, chaque geste peut influencer l'équilibre du monde invisible qui les entoure. Parmi toutes les lois, une seule dépasse toutes les autres. L'interdiction absolue de goûter à la chair humaine. Chez ces peuples, ce n'est pas seulement un crime, c'est une rupture métaphysique. C'est briser le lien sacré qui unit l'humain au créateur et aux esprits de la nature. Le Wendigo, disent les aînés, naît dans le cœur de celui qui franchit cette limite. Mais il ne surgit pas toujours de l'ombre des pins. Il apparaît d'abord dans l'âme de celui qui laisse l'avidité, l'égoïsme ou la faim dévorante prendre le dessus. Dans la culture algonquienne, celui qui refuse de partager, celui qui s'isole par cupidité, devient froid. Son cœur se change en glace. Car la glace, disent les anciens, ne s'installe jamais sans une faim de l'âme. La solitude est l'autre grand danger du Nord. Partir seul dans la forêt, surtout quand l'hiver s'installe, c'est s'exposer aux murmures du vent, à des voix qui oscillent entre la réalité et la folie. Sans ce respect, la forêt ne dévorera pas votre corps, elle avalera votre esprit. Le Wendigo, c'est la leçon du Nord. Ce n'est pas un monstre qui se cache dans les bois, c'est un avertissement. Ce n'est pas le froid qui tue l'homme, mais la faim de ce qu'il ne devrait jamais désirer. Car la faim, la solitude et la peur transforment un homme plus sûrement que le gel. Elle ronge le lien avec le clan, ce qui fait de nous des êtres humains. Et parfois, cette frontière s'efface. Un homme franchit la ligne et le mythe s'incarne dans la chair. À la fin des années 1870, dans les terres gelées longeant la rivière Saskatchewan Nord en Alberta, vivait un chasseur et trappeur Cri, connu sous le nom de Swift Runner, Kakisi-Kuchin, celui qui court vite dans sa langue. Et si jamais une personne de la communauté Cri passe par là, j'espère que je n'ai rien écorché et si c'est le cas, pardonnez-moi. Homme grand et robuste, il jouissait d'une solide réputation au sein de sa communauté. Il est historiquement attesté qu'il avait servi comme guide pour la North-West Mounted Police, la police à cheval du Nord-Ouest, la police fédérale canadienne chargée de maintenir l'ordre dans l'Ouest. Ce rôle prouve sa connaissance approfondie du territoire et ses compétences de terrain. Les documents de l'époque indiquent qu'avant l'hiver 1878-1879, il était considéré par les habitants locaux comme fiable et intelligent. Toutefois, certains récits secondaires rapportent que, au fil du temps, des murmures parlaient d'une consommation excessive de whisky. Ces récits ne sont pas confirmés par les sources judiciaires, mais ils apparaissent dans plusieurs témoignages oraux comme un élément du contexte social entourant Swift Runner. L'hiver 1878-1879 fut d'une sévérité exceptionnelle. Quand on sait qu'un bon hiver dans ces territoires se situe entre -20 et -30 degrés, on peut facilement imaginer ce que signifie le terme exceptionnel. Swift Runner emmena sa famille, sa femme et leurs 6 enfants, sa mère ou sa belle-mère, un frère ou beau-frère, selon les sources, pour chasser comme le faisaient de nombreuses familles de chasseurs-trappeurs. Au printemps suivant, il est réapparu seul à la mission catholique de Saint-Albert. Il déclara que sa famille était morte de faim. Selon certains récits rapportés plus tard, il aurait affirmé que ses enfants étaient morts de faim, que sa femme aurait attenté à sa vie par désespoir et que les 2 adultes restants étaient partis chercher du secours sans jamais revenir. Pourtant,
les prêtres notèrent rapidement quelque chose d'inhabituel. Swift-Runner ne présentait pas les signes d'une personne ayant souffert de la famine extrême. Son apparence était plutôt robuste, ce qui éveilla des soupçons. Les autorités furent alertées. Les agents l'interrogent, puis décident de vérifier ses déclarations en retournant avec lui au campement familial. Arrivé sur place, il montra aux policiers une petite tombe, disant qu'elle contenait l'un de ses fils. Les officiers ouvrirent la sépulture. Les ossements étaient immaculés, ce qui jeta les premiers doutes sur son récit de famine totale. Ils fouillèrent alors le reste du camp. Ce qu'ils y trouvèrent fut décrit par les témoins comme une scène d'horreur consignée dans les rapports de police. Des ossements humains dispersés autour du feu, des os brisés, certains avec des traces de cuisson, des restes suggérant une consommation méthodique. Face aux preuves matérielles, il finit par confesser qu'il avait tué et consommé des membres de sa famille. Les sources diffèrent légèrement sur les détails. Certaines mentions rapportent qu'il aurait mangé sa femme, plusieurs de ses enfants, sa mère et son frère. Les documents officiels évoquent 8 crânes retrouvés dans le campement. Lors de son arrestation, il aurait déclaré selon la tradition orale et certains récits d'époque. Le Wendigo était là, il m'a pris. Cette phrase reflète un cadre culturel lié au mythe algonquin du Wendigo, mais elle n'a pas été reconnue comme motif juridique pendant le procès. Les documents du tribunal rapportent surtout sa confession simple, sans mention de l'esprit. Yes, I did it. Oui, je l'ai fait. Le procès se tint à Fort Saskatchewan le 8 août 1879. Le jury était composé de personnes comprenant la langue cri, ce qui montre que les autorités cherchaient à s'assurer que l'accusé comprenne la procédure. Il fut jugé coupable de meurtre et de cannibalisme. La condamnation fut suivie d'une exécution par pendaison le 20 décembre 1879. Il s'agit de la première exécution légale menée dans le territoire du Nord-Ouest. Lors de l'événement, des notables autochtones furent invités à assister à la scène pour éviter toute rumeur de cruauté injustifiée. Swift-Runner mourut sans résistance, acceptant son sort. Il faut savoir que si les propos faisant référence au Wendigo apparaissent dans de nombreux récits historiques, ils n'ont jamais été retenus comme fondement légal du verdict, les autorités se concentrant sur les preuves du meurtre. Les anthropologues modernes parlent aujourd'hui de psychose du Wendigo, un phénomène culturel documenté mais extrêmement rare. Ce concept est considéré comme un syndrome culturellement limité plutôt que comme une maladie psychiatrique universelle. Dans tous les cas, ce crime reste l'un des rares moments où un tabou culturel profond a été confronté à un système judiciaire colonial qui ne retenait que la responsabilité pénale individuelle. Dans le Nord, la frontière entre le mythe et la réalité est floue. Attic et Swift-Runner montrent la même leçon. Face à la faim, la solitude et le désespoir, le monstre n'est pas à l'extérieur, il nous habite. Alors, pourquoi avez-vous vu Chopper en début de vidéo ? Eh bien, pour comprendre, c'est un renne qui, après avoir mangé le fruit du Ito-Ito no Mi, peut se transformer en humain. Ça, pour les initiés, c'est la base, vous le savez. Et donc, vous devez aussi savoir son origine qui a été validée par Oda, venant du Canada dans les SBS. Et il existe une théorie, ni confirmée, ni démentie par Oda, selon laquelle sa forme Monster Point serait directement inspirée de la légende du Wendigo. Et ça se voit physiquement, il se ressemble quand même pas mal, je trouve. Cette transformation le rend gigantesque, incontrôlable et le rapproche de l'idée d'un esprit primitif ou d'une force de la nature, même si 2 ans après, il la contrôle. Et dans le manga, cette forme se déclenche lorsqu'il consomme des Rumble Balls, des billes qu'il a créées pour générer plusieurs apparences, mais elles provoquent en même temps douleur et perte de conscience, comme si l'esprit de la bête prenait le dessus sur l'humain. Exactement comme le Wendigo dans les légendes. Une faim et une force incontrôlable qui consument l'être de l'intérieur. Si vous avez aimé la vidéo et ce format entre mythe et histoire vraie, pensez à mettre un pouce bleu, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Et bien sûr, si vous avez une histoire de mythe et légende que vous aimeriez entendre et redécouvrir sur la chaîne, n'hésitez pas à nous la suggérer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous dis à très vite. Bye.